Bonjour, bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour aujourd'hui une émission consacrée aux robotaxis. On parle assez souvent de voitures autonomes ici sur ce plateau. Là, on va faire un focus sur ce qui est vraiment sur les routes, notamment de San Francisco. C'est l'annonce récente, la montée en puissance des robotaxis du côté de San Francisco qui nous ont donné envie de prendre un petit peu le pouls, de voir où est-ce qu'on en était, quels sont les freins encore, les problèmes, ou est-ce que vraiment là on accélère sérieusement. On pourra en parler justement, on est ravis de le retrouver, Marc Amblard depuis San Francisco, la ville des robotaxis en tout cas en ce moment, donc on pourra avoir votre ressenti dans un instant. Merci à vous d'être là. Avec nous en studio, Michel Forissier, bonjour. Bonjour. Ancien patron de l'ingénierie de Valeo. On a déjà parlé voiture autonome avec vous ici, donc avec votre casquette d'expert, on va pouvoir aussi avoir votre avis, votre regard. Et puis je vous présente également Amaury Hayat. Bonjour à vous Amaury, vous êtes chercheur et enseignant à l'école des ponts ParisTech. Vous avez notamment une expérimentation grandeur nature américaine, là aussi à partager avec nous. On aura l'occasion d'en parler. Ravi d'accueillir également Renaud Kayanakis du cabinet SIA Partners. Merci à vous. Bonjour. D'être là parmi nous. Alors voilà, on va commencer avec vous, Marc, parce que l'idée c'était, Marc Amblard, l'idée c'était de parler de ce qu'il se passe dans les rues de San Francisco. Alors c'est pas nouveau, hein, ça fait pas quelques semaines, mais il y a une montée en puissance de Waymo, Cruise, de plus en plus de robotaxis. Vous sentez que c'est en train de devenir une habitude, ou est-ce que c'est encore balbutiant ? Alors, bonjour à tous, merci Aurélien de m'accueillir à nouveau. Je suis effectivement basé dans San Francisco et je vois passer devant ma porte régulièrement des navettes Cruise et Waymo. Alors ce n'est pas nouveau, on les a vus depuis 2-3 ans s'entraîner dans les rues de San Francisco. Maintenant c'est une réalité puisque Cruise opère commercialement depuis l'année dernière et a été autorisé récemment, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, il y a quelques semaines, il y a un mois environ, à opérer 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, sur l'ensemble de San Francisco commercialement. Donc effectivement, c'est une réalité, malgré des hésitations encore, mais on y reviendra, j'imagine aussi, qui font que ce n'est pas une montée en puissance totalement libre et sans encombre. On pourra parler des freins, des réglementations. Là, juste ne serait-ce que le ressenti, j'imagine que vous avez forcément testé. Vous avez été infidèle à votre Tesla, parce qu'on pourra parler d'autopilote aussi. Vous avez testé ces services de robotaxi. Qu'est-ce que vous avez senti des évolutions, parce que vous connaissez bien le sujet, évidemment, depuis quelques années. Alors, effectivement, je l'ai testé pas mal de fois. Je l'ai pris à titre personnel pour rentrer chez moi le soir après un dîner, encore il n'y a pas très longtemps. Écoutez, moi, d'abord, premier élément, c'est qu'on se trouve en totale confiance. Alors, il n'y a pas suffisamment de recul pour dire que les choses sont améliorées dans le temps, puisque c'est encore assez récent. Mais dans l'absolu, c'est une prestation qui donne confiance à nouveau, qui montre, les véhicules montrent qu'ils sont capables de rouler, d'éviter des obstacles, de rouler à la vitesse limite, même si encore les obstacles aujourd'hui sont des obstacles de nuit, puisque les véhicules n'ont roulé commercialement que de nuit pour l'instant. Ouais. Mais voilà, ça roule. Voilà. Je le prends à nouveau régulièrement, j'en ai plusieurs personnes aussi en visite. Et quand on est dedans, après une demi-heure, après je rentre chez moi, c'est 40 minutes depuis le centre-ville par exemple. Voilà, j'ai fait autre chose, je pense plus du tout, j'ai personne devant moi. Oui, voilà, il n'y a pas de conversation avec le chauffeur. Mais sinon, le reste est classique. Votre regard, Michel Forissier, vous connaissez le sujet parfaitement. Donc il y a effectivement aux États-Unis, en Europe évidemment des choses qui se développent, en Asie également. Là, où est-ce qu'on en est si on fait une petite cartographie? Est-ce que vraiment les États-Unis sont en pointe ou pas forcément? Non, je pense que les États-Unis sont évidemment en pointe, mais les Chinois sont au même niveau et peut-être même parfois un peu mieux. Ouais. J'ai eu la chance de rouler dans des robotaxis à Pékin au mois de février cette année, avec des véhicules Didi et des véhicules Pony. Ouais. Alors il y a toujours ce qu'on appelle un safety driver dans la voiture. Dans le cas Didi, il est derrière le volant. Dans le cas Pony, c'est plus impressionnant parce qu'il n'est pas derrière le volant, il est à droite. D'accord. Donc il n'y a personne au volant. Et les voitures, en fait, roulent très très bien. Alors, elles roulent à 60-70 km/h en ville, elles s'arrêtent bien, elles n'hésitent plus. Ouais. Ce qui était quand même un peu flagrant ces dernières années, c'est qu'on avait encore, quand on utilisait ces voitures-là, des sentiments d'hésitation
notamment dans les carrefours, qui rendaient un peu l'impression de sécurité un peu problématique. Ouais, c'est ça. Et là, moi, ce que j'ai roulé en Chine, et on ne sent pas du tout d'hésitation, les voitures y vont franchement, freinent correctement, tournent correctement, n'hésitent pas à passer, y compris dans des conditions un petit peu étranges. Et je pense que ça soit aux États-Unis ou en Chine, mais aussi en Europe, et notamment avec mes anciens collègues de Valeo, il y a quand même de gros travaux qui ont été faits depuis plusieurs années, alors qui sont à la fois des travaux sur les capteurs, qui ont été quand même sophistiqués pas mal, et surtout sur toute la suite logicielle qui va avec, et notamment l'intelligence artificielle, de reconnaissance des objets, de traitement de cette information-là, et du coup d'automatisation de la conduite qui va avec. Ça a beaucoup, beaucoup progressé, et maintenant, je pense que c'est quand même assez mature, et je suis assez moyennement étonné de l'annonce de l'extension d'ouverture de temps à ce genre de situation. Ouais, avec un vrai service commercial, on est plus sur la démonstration. Ouais, c'est ça, effectivement. Mais, oui, justement, Renaud Kayanakis de SIA Partners, sur cette évolution, on avait un peu l'impression que voilà, on était sur des expérimentations, certes, faites par des grosses boîtes sérieuses, évidemment, mais que là, peut-être, on est en train de passer un cap. En fait, aujourd'hui, le robotaxi répond à 3 attentes, on en parlait tout à l'heure, du consommateur, qui sont d'une part le véhicule autonome, d'autre part les nouvelles mobilités, et puis la neutralité des émissions carbone. Ouais. Donc, on est vraiment à la croisée des chemins et au bon moment. En revanche, il reste quand même un certain nombre de défis, puisque là on parle des États-Unis, avec une typographie spécifique. On peut difficilement comparer San Francisco à Paris en termes de structure de ville. Il y a un défi économique. Aujourd'hui, on parle de plusieurs milliards engouffrés dans les projets et quelques centaines de millions d'euros de bénéfices. Donc, quel modèle économique? Et puis, il reste aussi globalement un vide juridique, tout un écosystème de responsabilité qui est nécessaire à combler pour que petit à petit on passe, du véhicule autonome avec l'opérateur au véhicule totalement autonome et surtout avec une structure où on ne fait plus du point à point, on n'est pas sur de la navette, on a certaines expérimentations, y compris en France, point à point, où je remplace un bus par un véhicule autonome, où on n'est pas du tout dans ce cas-là. On est dans un véhicule autonome qui est censé remplacer ou compléter le taxi, le Uber, avec un apport pour le consommateur plus attractif, qu'il soit financier ou qu'il soit d'usage, pour éviter les pics de charge qu'on peut avoir. On a tous attendu 20 minutes dans notre vie désespérément à Uber. On a tous essayé de partir à Orly le lundi matin. Aucun Uber veut vous prendre parce qu'il ne veut pas faire le retour à vide. C'est sûr. Voilà, donc tous ces éléments-là font que le robot peut remplacer ou compléter la gamme. Répondre à certains... mais sous réserve d'être capable de comprendre qu'une voie en sens unique, on a un cycliste en face à Paris. Ce qui n'est pas nécessairement le cas à San Francisco. Oui, il y a encore beaucoup de choses à adapter, évidemment. Amaury, je vais vous donner la parole également, parce que j'étais content de vous avoir pour que vous puissiez partager votre expérience américaine aussi. Alors, ce n'était pas à San Francisco, mais donc avec votre casquette de chercheur de l'École des Ponts Paris-Tech, vous avez participé à un projet Circles, c'est ça? Exactement. Vous pouvez nous le décrire, et puis voilà, on va vite se plonger dans les véhicules autonomes avec cette expérimentation. Exactement. Le projet Circle, c'est un projet qui a eu lieu depuis 2020 où le principe est le suivant. Les véhicules autonomes conduisent déjà mieux que les humains dans un certain nombre de situations. En particulier, les humains, il y a une situation dans laquelle ils conduisent très mal, c'est sur l'autoroute. Quand on commence à avoir beaucoup de voitures humaines, on finit par former un accordéon. Et le but, c'est d'utiliser quelques véhicules autonomes qu'on insère dans le trafic pour influencer la conduite des humains derrière et supprimer ces bouchons. Ouais. Et donc, on a eu une période de conception d'algorithmes et puis de tests en grandeur nature en novembre dernier dans le Tennessee. On a mis une centaine de voitures dans le trafic, ce matin, pendant les bouchons, sans le dire aux véhicules humains, pour voir un peu ce qui se passait et voir si on améliore effectivement bien, comment on améliore cet effet. Avec juste même quelqu'un derrière le volant. Avec toujours quelqu'un derrière le volant. Là, peut-être que la centaine aurait pu faire un peu peur, entre guillemets, ou surprendre. Voilà, on a eu aucun problème là-dessus, c'est-à-dire que les conducteurs n'ont pas eu à reprendre la main pour des raisons de sécurité, mais il faut réaliser que c'est une expérience de recherche. C'est ça. Donc ça c'est pas du tout testé comme tous ceux qu'on voit à San Francisco ou qui sont passés par des Là, il y avait vraiment un aspect, ce que vous expliquez, de voir en quoi ils peuvent être aussi utiles
tout simplement, en termes de fluidité. Voilà, avec un but légèrement différent de ce qui est développé dans les technologies habituelles, puisque le but, c'est vraiment d'influencer le trafic pour réduire la consommation de CO2, la consommation de fuel et les émissions de CO2 de tout le trafic, et pas seulement des véhicules autonomes. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très recherche. C'est intéressant, Michel Forestier, parce que là, du coup, c'est vrai que quand on imagine, alors bon, même si c'est une voiture électrique, ça va, mais le côté un peu saccadé, c'est pas idéal non plus en termes de fluidité. C'est là aussi, on travaille là-dessus, forcément aussi. Je pense que là, ce que dit notre ami est très important, parce que dans les bouchons et l'accordéon génère des surconsommations qui sont colossales. Ça peut aller jusqu'à 30-40% de surconsommation. Donc si on est capable de lisser de façon intelligente le trafic, non seulement on amène de la sécurité parce que les gens ne vont pas se rentrer les uns dans les autres, mais en plus on va ramener effectivement une efficacité énergétique significative. Ça, c'est quand même très très impressionnant. Et pour en revenir à Mauriac, donc là vous êtes en train de regarder un petit peu les conclusions, voilà, c'est encore en cours. C'est encore en cours. C'est probablement sous peu, mais c'est encore en cours. On a eu des terabits et des terabits de données en novembre dernier, et donc là on a une petite équipe qui travaille dessus, mais ça. C'est ça. Donc bon, ça sera intéressant de le suivre. Retour aux États-Unis en vrai avec vous, Marc Amblard, pour qu'on comprenne bien maintenant. Est-ce qu'il y a encore des zones précise, ou le centre-ville interdit, ou est-ce que c'est partout, tout le temps, quand on veut, c'est en train d'évoluer là encore tout récemment? Alors les deux opérateurs qui sont sur San Francisco, Waymo, donc Alphabet, et Google, et Cruise, GM, sont autorisés depuis fin août à fonctionner sur quasiment le centre de la ville, je vais y revenir dans un instant, et 24 heures sur 7 jours. Commercialement, les trois éléments. Il y a la dimension, il y a l'espace, il y a le temps, et puis il y a l'aspect commercial aussi qui est critique, que Waymo n'avait pas jusqu'à fin août. D'accord. Sur l'aspect géographique, l'ensemble de la ville est autorisé à l'exception de quelques axes. Les axes en particulier pour Cruise, des axes un peu rapides où les voies sont étroites. C'est le cas par exemple dans une partie qui est proche du Golden Gate Bridge, où les voies sont très étroites, 2 fois 2 voies. Et puis, il y a aussi des voies qui sont a priori autorisées, mais que le véhicule n'utilise pas. J'ai eu l'occasion, dans San Francisco, avec Cruise par exemple, de faire un détour, que le véhicule fasse un détour très important. Et j'ai interrogé depuis le véhicule un opérateur, et la réponse a été qu'on évite certains carrefours parce qu'il est exanthogène ou parce qu'il peut y avoir un peu d'activité ce soir-là ou quelque chose comme ça. Mais c'est essentiellement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sur l'ensemble de San Francisco, y compris sur les voies rapides, donc les autoroutes urbaines pour Waymo. Et à quelle vitesse, justement? C'est comme n'importe quel autre véhicule, ou est-ce qu'il y a aussi là des... Non, il n'y a plus de limite de vitesse. Alors, donc, ça veut dire 30 miles par heure, donc 50 km/h en vitesse urbaine, ce qui est la limite de vitesse pour Cruise. Et puis sur autoroute, Waymo va plus vite, mais il ira plus vite puisqu'ils n'ont pas encore vraiment engagé leur activité commerciale. Donc là, effectivement, ils vont à la même vitesse que réglementairement les autres véhicules. Ça ne veut pas dire que le trafic, puisque les véhicules habituellement dépassent les vitesses autorisées. Oui. Et justement, la vitesse, c'est aussi un enjeu. On parlait de fluidité dans ce que vous expliquiez. Bon, bah voilà, ça participe. Il faut qu'on propose quelque chose de fluide. Il faut que ça soit utile et que ça réponde à un besoin qui est de se déplacer du point A au point B de façon fluide. Moi, je rajouterais un point par rapport à cette évolution des performances et du temps d'ouverture. Ouais. Je pense qu'il faut revenir finalement peut-être aux besoins ou à l'utilité. C'est ça. À quoi ça va répondre? Remplacer un taxi par un robot-taxi, en soi, c'est pas super intéressant, sauf si ça apporte des prestations complémentaires. Donc là, Marc parlait de la nuit. Je pense que la nuit, notamment, vous êtes une femme seule, vous voulez pas aller dans un véhicule avec quelqu'un que vous connaissez pas. Je pense que ça, c'est quelque chose qui rassure beaucoup les gens. Mais par contre, il y a d'autres enjeux, à mon avis, sociétaux plus forts, qui sont typiquement de pouvoir offrir un service, notamment de nuit, 24/7, à des gens qui sont en mobilité réduite. Ouais. Donc des gens qui ne peuvent pas conduire, qui sont en souffrance, qui sont vieux, qui sont handicapés, qui doivent aller à l'hôpital ou autre. Ils répondent soit à une urgence, soit à un besoin du quotidien. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'était que ce n'est pas uniquement d'aller sur un parcours de bus typique, mais d'aller d'un point A à un point B non défini, de façon à pouvoir répondre à un service qui n'existe pas aujourd'hui. Et je pense que ça c'est très intéressant, parce qu'avoir un service 24/7, un chauffeur de taxi, lui, il faut qu'il dorme, il faut qu'il mange, même s'ils font des rotations. Là, on peut avoir quelque chose qui vraiment a une utilité sociale très intéressante. Est-ce que ça ferait partie, Renaud Kalianakis, des points sur lesquels il faudra peut-être
insister un peu plus pour lever quelques freins, pour l'acceptabilité, pour se dire que voilà, c'est pas qu'un gadget et que c'est pas juste pour se faire plaisir? C'est vraiment le terme. C'est pas juste un gadget, mais en effet, ça va s'inscrire dans un nouvel écosystème de nouveaux besoins sur lesquels il faut faire attention aussi. On a une autre concurrence qui est sur ce point à point, qui est notamment le car sharing. Ouais. Et le car sharing sans permis, on a un certain nombre d'acteurs. Renault qui lance la Duo Bento dans quelques mois. On a Citroën avec son ami qui propose des solutions où j'ai pas mon permis parce que je l'ai plus ou parce que je ne l'ai pas encore ou parce que je l'ai pas passé parce qu'habituellement je prends le métro et les transports. Mais à 2h du matin, j'ai peut-être pas envie de prendre le bus, j'ai peut-être pas envie de prendre le métro, ça tombe bien, il n'y en a pas. Et j'ai des alternatives. Donc c'est comment ce robotaxi va s'inscrire dans ce nouvel écosystème en cours de mise en place. Oui, effectivement. Marc Amblard, peut-être un mot de réglementation. Là, vous l'avez dit, ça vient d'évoluer. L'idée, c'est de se dire qu'il y aura de plus en plus, justement, là maintenant, ce que propose Waymo, Cruise, et puis après, la voiture du particulier. On peut quand même dire un mot de Tesla et de son autopilote. Est-ce que ça ouvre des portes aussi pour avancer un petit peu dans les niveaux d'autonomie ? Bon, d'abord, sur le déploiement, aujourd'hui, ces véhicules opèrent depuis déjà 2019 à Phoenix, dans le cas de Waymo, et plus récemment à San Francisco. Ces deux opérateurs sont en train de déployer d'autres villes, des déploiements géographiques, où j'ai vu déjà, il y a quelques semaines, à Los Angeles, des véhicules Waymo qui tournent. Cruise a annoncé de nouvelles villes, développées à Austin, à Dallas de mémoire, à Phoenix, à Los Angeles, à Seattle. Donc ils ont affiché, aujourd'hui ils ont annoncé déploiement dans une dizaine de villes, pas loin, ou peut-être 8 villes. Donc on a un déploiement géographique qui est significatif et une accélération de ces déploiements. Les premiers ont pris beaucoup de temps à se développer. Les suivantes vont bien beaucoup plus rapidement. Avec d'ailleurs, je cite à l'occasion quand même, Cruise a annoncé et répété à plusieurs reprises une prévision de chiffre d'affaires d'$1 milliard à l'horizon 2025. Donc il prévoit une croissance significative. Alors après, la rentabilité devrait a priori venir à ce moment-là. Alors ça veut dire aussi une augmentation du nombre de véhicules. Aujourd'hui, on doit avoir environ 400-500 véhicules sur San Francisco entre les opérateurs. Alors l'autre élément de votre question, c'est le déploiement vertical sur d'autres applications, sur d'autres niveaux d'autonomie ou d'assistance. Aujourd'hui, on avait prévu initialement, il y a quelques années encore, de déployer le niveau 4, donc c'est correspond à ce véhicule sans conducteur, en tout cas sans aucune assistance, sur le véhicule particulier. Personnellement, je ne vois pas ça arriver. Je ne vois pas l'intérêt, vu l'utilisation que vous et nous avons de nos véhicules, on est tout à fait capable de conduire dans certains cas. Par contre, le niveau 3, donc le niveau où le véhicule est autonome dans un certain nombre de cas, il faut capable de reprendre la main. Ça, c'est quelque chose qui arrive. Et je vois un nombre croissant d'acteurs, même d'ailleurs des acteurs qui descendent du niveau 4, donc du robot-taxi qui descendent de leur solution sur ce niveau 3 juste inférieur, sur lequel se positionne aujourd'hui Mercedes. Donc voilà, on aura une déclinaison progressive et qui a un chemin parallèle à celui du niveau 4. Oui, Michel Forissier, ce niveau 3, là, pour le coup, évidemment, il est de plus en plus présent avec les nouveaux modèles. Voilà, avec votre ancienne casquette, vous travaillez avec Mercedes notamment, oui, voilà. Il est en train d'arriver de se déployer. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, la technologie qu'on emploie peut faire les niveaux 1, 2, 3, 4, 5, c'est la même. Sauf qu'elle est beaucoup plus raffinée, de plus en plus sophistiquée, c'est presque exponentiel, y compris en termes d'équipement véhicule, pour passer du niveau 1 jusqu'au niveau 5. Le niveau 3, c'est un peu compliqué parce qu'on doit pouvoir lâcher le volant jusqu'à 60 km/h. Et donc, il faut des capteurs spécifiques. Bon, quand j'étais chez Valeo, on prônait, je pense à juste titre, qu'il fallait un lidar, contrairement à ce que dit Tesla, qui veut le faire qu'avec des caméras. D'ailleurs, ça ne marche pas avec des caméras, et notamment, ça ne marche pas la nuit, ne serait-ce que ça. Et donc, aujourd'hui, on voit effectivement, comme le dit Marc, le niveau 3 commencer à prendre chez les acteurs comme Audi, comme Mercedes, comme Honda et d'autres à venir. Après, on voit aussi une scission qui est en train de s'opérer dans le marché, une forme de ségrégation du marché entre le véhicule particulier pour lequel tout le monde va aller au niveau, ce qu'on appelle 2+ ou 3, et puis finalement les niveaux 4 ou 5, où là on est plus dans des flottes de navettes ou de robotaxis très professionnels. C'est ça. Et il y a un truc qui ne vous aura peut-être pas échappé, c'est qu'à Shanghai, en février, lors du salon, Didi a présenté un véhicule dédié
Donc ce n'est pas une voiture comme le font GM ou comme le font Waymo aujourd'hui, où ils utilisent des voitures de série qu'ils équipent de capteurs. C'est une voiture qui a été construite pour être un robotaxi complètement, intégralement designé on purpose, comme on dit aux États-Unis, et donc avec une forme originale, avec un concept original. Et donc on voit bien cette espèce de ségrégation entre ce qui est passenger car et ce qui est véhicule à usage professionnel. Effectivement, la tendance qui se dessine. Sur les aspects de données, là vous parliez de terabits de données, Amaury Ayad, c'est forcément un peu aussi le cœur des enjeux. Là je voyais que tout récemment Tesla explique qu'ils vont investir $1 milliard dans Dojo, un super ordinateur. Donc pour l'instant c'est encore assez virtuel, mais en tout cas dans l'idée de se dire que c'est là que ça se joue forcément, d'analyser les données, d'arriver à gagner encore une fois en fluidité. Là, de ce que vous êtes en train de faire, forcément, s'il y a une nouvelle étape dans un an, forcément, vous aurez gagné beaucoup de temps avec ces analyses, avec ce retour d'expérience. Alors tout à fait, mais surtout le nombre de données croît exponentiellement et c'est ça qui permet d'avoir une très bonne technologie. À l'époque, on essayait d'avoir autant de données qu'un humain qui regarde. Maintenant, la voiture autonome, elle a des données de ce qui se passe dans 2 km. Et donc avec ça, on est capable de faire des technologies vraiment exceptionnelles. Donc c'est pas absurde, effectivement, de voir ce déploiement. Oui, effectivement. Et en termes de spécificité des marchés, on a fait la petite cartographie, on est États-Unis, Chine, etc. On a parlé un petit peu d'Europe également. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Renaud, sur les vraies différences? Est-ce que cette différenciation qu'évoquait Michel Forissier, on va la retrouver à peu près sur tous les continents? On va la retrouver sur tous les continents. Modulo, je dirais ce qu'on appelle généralement la conduite du changement, ou la capacité à aller digérer une innovation. Je pense qu'on est sur un continent européen très conservateur. L'aspect acceptabilité aussi, vous voulez dire? Tout à l'heure, je parlais de territoire juridique, mais il y a aussi l'utilisateur qui est prêt à accepter l'innovation et ses erreurs, au même titre qu'il est prêt à accepter les erreurs humaines plus facilement. Et je pense que l'avantage sur un territoire comme San Francisco, c'est qu'on est plus enclin à pardonner à la technologie, là où en Europe, 2-3 erreurs pourraient mettre un terme à ce genre d'innovation. Peut-être le mot de la fin avec vous sur cet aspect, Marc Amblard. Justement, je ne trahis pas de secret en tant que vous étiez en France il n'y a pas si longtemps et sûrement un petit passage à Paris. Vous imaginez un peu moins à Paris, dans les rues, ce que vous vivez à San Francisco parfois et avec ces enjeux que vient d'évoquer Renaud? Oui, il est clair que, comme disait tout de suite Renaud, le contexte juridique européen en général, où l'aspect conservateur est très clair, et contraste énormément avec ce qui se passe ici. Mais au-delà de ça, comme l'avait cité aussi Renaud, je crois tout à l'heure, le contexte de roulage, la largeur des routes, le trafic, l'absence relative, certainement à nous en tout cas, de passagers, de piétons sur la route, moins de vélos, crée une facilité de développement qui est significative. Laissant l'élément essentiel étant quand même l'élément réglementaire, juridique, qui fait que d'abord on roule, on fait, jusqu'à ce qu'on dise de ne pas faire, alors qu'en Europe, il faut... on demande le pardon après avoir fait une erreur. En Europe, on est plutôt à attendre que l'autorisation soit donnée pour tester, pour engager un développement. Donc un écart significatif, tant du point de vue opérationnel que d'un point de vue juridique ou contextuel. Je comprends au sourire de Michel Forissier qu'il est d'accord avec vous, avec cette analyse. Et bien parfait, merci à vous, à tous les quatre, pour cet échange très intéressant. Et évidemment, on sera ravis de voir un petit peu ces avancées. Vous avez cité plein de villes américaines, Marc, on verra comment tout ça se met en place. En tout cas, merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau. Merci. Et à très bientôt sur Mobility TV.